J'attends juste encore quelques minutes que les dernières personnes se connectent et on va démarrer. Voilà, bonjour aux derniers arrivés. Du coup, vous avez le chat qui est la petite bulle bleue et qui s'affiche normalement sur le côté, sur lequel vous pouvez communiquer et poser vos questions. Alors, vous avez le droit d'activer vos caméras. Micro, non, parce que sinon ça va faire trop de bruit de fond, mais si vous voulez mettre vos caméras, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien voir vos têtes. Comme ça, je peux voir si vous suivez ou si vous êtes complètement perdu. Ah voilà, je commence à avoir des têtes. Bonjour à tous. Salut! Salut! Alors comme je disais, donc on va pas activer les micros aujourd'hui. Vous allez juste poser vos questions par le chat pour pas qu'il y ait de bruit de fond et que ce soit trop le bordel. Donc ça va, Wadad, tu connais. J'ai pas besoin de te montrer où c'est. Hop, j'attends encore un peu parce que je vois qu'il y a encore du monde qui arrive.
Bon, on va commencer gentiment. Bonjour donc tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, ne le prenez pas mal, mais je coupe tous vos micros pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Et vous pouvez utiliser le chat pour parler, poser vos questions et tout ça. Par contre, vous pouvez laisser vos caméras. Ça, c'est cool que je vois vos têtes. Et de rien, Marie, avec plaisir. Alors, je sais pas si tu as fait exprès de l'envoyer en privé ou pas, mais sinon, posez bien vos questions quand vous avez sur le chat, il y a marqué A et vous mettez tous mes contacts. Laissez à tout le monde, comme ça tout le monde peut voir vos questions et peut suivre, peut suivre la discussion plus facilement. Si tout le monde envoie ses messages en privé, vous n'allez rien comprendre quand je vais répondre à des questions tout d'un coup. Alors, bon, bah, vous êtes 30. J'hésite à attendre encore 2 minutes, savoir s'il y a des gens qui arrivent encore, ou si on peut démarrer. On va déjà démarrer gentiment, hein. Donc, n'hésitez pas à donc, poser des questions via le chat. Donc, en fait, comment ça va se passer? On va travailler sur le TD du regroupement, mais j'imagine que si vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'aide sur le TD du regroupement, c'est que vous n'avez pas compris encore tous les fondamentaux de l'analyse de la variance à un facteur. Donc, on va reprendre un peu ça. Alors, je ne vais pas pouvoir tout reprendre dans le détail monstrueux parce que ça nécessiterait plusieurs heures, enfin beaucoup d'heures, plus que ce que nous en avons devant nous là. Mais je vais quand même vous faire une grosse synthèse de cours avec les points importants, la méthodologie, etc. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ben, on mettra tout ça en application sur votre télé de regroupement. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus dynamique possible et vraiment travailler avec des exemples et tout ça. C'est Esma. Je suis désolée, mais hop, je coupe les micros de tout le monde. Ne le prenez pas mal, sinon il y a un bruit de fond monstrueux et c'est très désagréable pour tout le monde. Donc voilà, d'où l'utilisation du chat. Donc là, voilà, de rien, Asma, avec plaisir. Donc, voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est vraiment que vous soyez un peu plus à l'aise avec la méthode de la Nova, que vous compreniez mieux comment la mettre en place. Et alors, j'espère que ça conviendra à tout le monde. Mais là, sur le TD de regroupement que vous avez à faire, vous avez juste à analyser des sorties amovibles. On ne vous demande pas de calcul ou quoi que ce soit. Mais comme a priori, il se peut qu'il y ait des petits calculs à faire à l'examen et que bah, le calcul de la Nova, c'est un des calculs les plus appréciés, on va dire, par les profs du NIF. Je vais quand même vous montrer comment on résout une ANOVA par le calcul. Alors en plus, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe derrière le logiciel et donc d'être plus à l'aise après avec vos interprétations. Donc on va aussi faire le calcul. Donc on va pas faire le TD genre question par question en disant bah voilà la question 1 c'est la réponse c'est ça, la question 2 la réponse c'est ça. Non, je vais vraiment vous faire quelque chose de très global. Et après, ce sera à vous de rédiger vos questions et de répondre aux questions en fonction de ce qui est demandé par le prof. Vous aurez tous les éléments pour répondre. Mais après, voilà, ce sera un moyen de voir que vous avez bien compris. Ce sera aussi un moyen de faire en sorte que chacun rédige à sa manière et tout le monde ne fasse pas un copier-coller de la même chose. Et de toute façon, le prof est assez précis sur ce qu'il veut, puisqu'il vous demande de rédiger à la manière du paragraphe, de la page, machin chose de votre support de cours. Donc là, bah après, voilà, ce sera à vous vraiment de regarder par rapport au support de cours ce qui est attendu pour chaque question, mais le plus gros et le plus difficile sera largement vu aujourd'hui. Ce sera plus que de la rédaction et mettre les bonnes choses dans les bonnes questions, mais bon, ça, en principe, ça posera de problème à personne. Hop.
Alors, je coupe les derniers petits micros des gens qui viennent d'arriver. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde a trouvé le chat. Sinon, vous devez le trouver sur la petite barre qui est en bas. C'est une espèce de petite bulle si ça ne s'est pas affiché automatiquement. Sinon, c'est sur la droite de l'écran en règle générale que vous avez ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, ok? Si je vais trop vite, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si je parle de quelque chose qui vous est complètement inconnu, voilà. N'hésitez surtout pas à poser la question par le chat et j'y répondrai sans problème. Et si vraiment je vois que c'est une question trop hors sujet, ben je répondrai soit à la fin du cours, soit après plus tard en dehors. Mais voilà. Donc, on est parti. Alors, je vais juste commencer par vous afficher. Alors, prenez le sujet sous les yeux, mais je vais quand même vous l'afficher quelques secondes au tableau, juste pour qu'on fasse l'analyse de l'énoncé ensemble. Hop. Attends. Voilà. Oui, j'enregistre, mais vu tous les problèmes qu'il y a avec les enregistrements en ce moment, je croise les doigts. Mais oui, ça enregistre. Normalement, vous aurez le replay. Normalement, si tout va bien, il n'y aura pas de problème. Mais l'enregistrement est en cours. L'enregistrement, il y sera, c'est sûr. Maintenant, c'est juste que en ce moment, vu qu'il y a beaucoup de bugs, j'ai genre des fois le son et les vidéos qui s'enregistrent, mais pas le tableau. Enfin, bref, ça arrive qu'il y ait des bugs. Donc, normalement, tout est enregistré correctement. Alors, on vous dit, on se propose d'évaluer l'utilité d'un vêtement à haute visibilité sur la détection des cyclistes lors de leur approche dans un croisement. On utilise pour cela un simulateur de conduite dans lequel on enregistre les mouvements oculaires. Dans le simulateur, les pseudo-conducteurs sont placés sur une route à visibilité dégagée à l'approche d'un croisement. 3 scénarios sont alors possibles. L'approche d'un cycliste sans veste réfléchissante, qu'on appellera donc la couleur neutre, l'approche d'un cycliste avec une veste fluorescente jaune et l'approche d'un cycliste avec une veste fluorescente orange. Et on mesure le temps de détection du cycliste en se basant sur les mouvements oculaires. 7 participants ont été évalués dans chacune des conditions, pour un total de 21 mesures, et le scénario vu par chaque participant est assigné au hasard selon la procédure du double. Alors, ici en gros, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on remarque? La première chose à faire, c'est donc de bien identifier donc les différentes variables que vous avez ça va vous permettre en fait de bien visualiser l'énoncé, de bien contextualiser. Et en fonction de ça, déjà, vous allez pouvoir prendre la décision de quel test statistique vous allez effectuer. Donc là, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais avoir une variable qui va être la couleur de la veste réfléchissante. Donc, il va être une variable qualitative à 3 modalités. D'accord? Donc, j'ai une VI qualitative à 3 modalités. Donc, les 3 modalités, c'est neutre, jaune et orange. Hop, ici, hein, neutre, jaune et orange. Et ensuite, on vous dit, on mesure le temps de détection du cycliste en se basant sur les mouvements oculaires. Donc, le temps de décision, c'est du coup une variable, ça va être la variable dépendante, qui est de type donc quantitative, hein, puisque c'est un temps. Donc, on a une variable dépendante quantitative. Donc, pourquoi la variable dépendante, c'est le temps, et la variable indépendante, c'est la couleur de la veste? C'est parce qu'on veut essayer d'expliquer le temps de détection par la couleur. C'est-à-dire, on va voir si la couleur a un impact sur le temps de détection. Donc, le temps de détection, c'est la variable dépendante, et la couleur de la veste, c'est la variable indépendante. Donc, quand on a ce cas de figure-là où on a une VD quantitative et une VI qualitative,
on fait ce qu'on appelle une ANOVA, d'accord? Et là, comme on n'a qu'une seule VI, ce sera donc une ANOVA à un facteur. OK? Donc là, c'est déjà juste l'analyse de l'énoncé. Donc après, on vous donne en dessous de l'énoncé, vous avez le tableau avec toutes les données. Et donc, on vous demande, est-ce qu'un vêtement à haute visibilité modifie le temps de détection? Et si oui, par quelle couleur de vêtement la détection est-elle améliorée? La VD n'est pas discrète, Frédéric. La VD est continue, c'est un temps. Donc un temps, c'est une variable qui est continue. Pour passer de 1 seconde à 2 secondes, il faut passer par toutes les millisecondes qu'il y a entre les secondes. Donc c'est quelque chose de continu. Est-ce que vous devez le préciser après? Je sais pas trop, parce que ça n'a pas trop d'influence pour l'ANOVA, en fait, que ce soit discrète ou continue. À partir du moment où c'est quantitatif, on fera de toute façon une ANOVA. Donc comme vous le sentez. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez le préciser, parce que c'est toujours bien de montrer que vous connaissez le détail. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux juste écrire quantitative et pas prendre de risques sur le discrète ou continu et vous induire en erreur. Alors, ce qu'on va commencer par voir, du coup, c'est qu'est-ce que c'est que cette ANOVA, qu'est-ce que ça veut dire une ANOVA, et comment est-ce qu'on va mettre ça en place d'un point de vue statistique. Alors, pour ça, je vais essayer de vous partager un autre tableau. J'essaye de gruger les bugs d'enregistrement, en fait. Comme je sais que le tableau blanc de Webex, il a tendance à bugger à l'enregistrement, du coup, j'essaye d'autres tableaux pour voir si ça bug pas à l'enregistrement. Donc, hop, voilà. Normalement, ici, avec celui-là, on ne devrait pas avoir de problème. Alors, je sais que... vous voyez peut-être un petit carré gris sur la droite. C'est juste pour moi, pour mon écran. Hop, pour que je puisse m'afficher le chat et vos têtes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse ANOVA, du coup? Donc, l'ANOVA, en fait, ça va être c'est l'équivalent du test de student. D'accord? Vous avez vu en L2 le test de student. Eh ben, c'est vraiment l'équivalent du test de student, mais généralisé pour comparer plusieurs moyennes. C'est-à-dire que dans le test de student, on comparait on comparait deux moyennes, ensemble. Là, ici, on va pouvoir comparer plus que deux moyennes. C'est vraiment tout l'intérêt de l'ANOVA, c'est de généraliser ce test pour nous permettre de comparer plus que deux moyennes. Donc si vous n'avez que deux moyennes, ça ne sert à rien d'utiliser l'ANOVA, il vaut mieux continuer à faire des tests de student, c'est plus simple. Par contre, si vous avez plus que deux moyennes, il faut basculer impérativement sur l'ANOVA, puisque le test de student ne vous permettra pas d'aller au bout de votre analyse. Et donc, comment ça va fonctionner du coup? Alors déjà, on va commencer par s'écrire les hypothèses de base, d'accord? Donc H0, première hypothèse donc, de l'ANOVA. H0, ça va être que les moyennes sont toutes égales. Donc, vous pouvez soit l'écrire en français, ça, il n'y a pas de problème, vous avez tout à fait le droit de le faire, d'écrire les moyennes sont toutes égales, les moyennes des trois groupes sont les mêmes. Ou alors, vous pouvez l'écrire de manière plus mathématique en écrivant moyenne du groupe 1 égale moyenne du groupe 2 égale moyenne du groupe 3, et etc. si vous avez plus que 3 groupes. Donc là, en vrai, on pourrait appeler nos groupes aussi autrement. C'est-à-dire que là, ici, puisqu'on a le groupe neutre, le groupe jaune et le groupe orange, je pourrais dire moyenne du groupe neutre égale moyenne du groupe jaune égale moyenne du groupe orange. Et donc l'hypothèse alternative. Alors l'hypothèse alternative, celle-là, on va plutôt avoir tendance à l'écrire en français. Pourquoi? Parce que pour que l'hypothèse H0 soit rejetée, il suffit qu'il y ait un seul couple de moyennes qui soit différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir mu1 différent de mu2 différent de mu3. Il suffit qu'il y en ait seulement deux qui soient différentes.
et ça suffit pour rejeter H0. Donc, je vais plutôt écrire ça en français. Donc, il existe une différence significative entre au moins deux moyennes. Et voilà. Donc ça, ce sont vraiment les hypothèses de votre test. Et après, vous pouvez encore l'écrire d'une troisième manière qui est aussi définie dans le livre. C'est avec les modèles. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce que ça prendrait trop de temps et c'est pas important pour votre compréhension. Je vous montre juste qu'on peut l'écrire sous forme de modèle et donc sous forme de modèle, ça reviendrait à H0 Y IK est égal à mu plus le terme d'erreur et H1 Y IK est égal à mu K plus EIK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps de chaque individu est égal à la moyenne générale. Donc, s'il est égal à la moyenne générale mu, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les groupes. Et YIK égale mu K, ça veut dire que le temps de détection de l'individu est égal à la moyenne de son groupe. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y aurait une différence entre les groupes puisqu'on devrait adapter la moyenne pour chacun des groupes. Donc voilà, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça parce que ça n'a pas grand intérêt. Asma, je viens de voir ta question, mais j'imagine que j'ai répondu depuis du coup. J'espère. Si j'ai pas répondu, dis-moi, renvoie-moi un petit message. Attends, est-ce que je vois ta tête quelque part? Ah non, j'ai pas beaucoup de têtes en fait. J'ai beaucoup de caméras désactivées. C'est pas grave. ANOVA dès lors qu'il y a plus que deux groupes. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, ici, dans notre sujet, on a bien trois groupes à comparer, hein, donc ANOVA. Alors ensuite, si vous avez des petits souvenirs de L2, vous vous souvenez que vous avez, pour chaque test, des conditions d'application. D'accord? Alors, il y a Alix qui demande, enfin non, il y a Wadad qui demande si on présente à ta manière, on est pénalisé ou pas parce que c'est plus simple et compréhensible. Non, a priori, vous n'êtes pas pénalisé, je pense pas. C'est vraiment deux manières différentes d'écrire la Nova, mais comme les deux en plus sont présentés dans le bouquin, je pense vraiment pas qu'il vous pénalise là-dessus. De toute façon, vous le verrez bien sur le regroupement. Si jamais il vous fait la réflexion, attention, je préfère que vous écriviez comme ça. Mais a priori, non, il n'y a pas de souci. Et Alix, chaque participant passe les trois modalités d'un groupe à parier. Non, pas du tout. On te dit justement dans l'énoncé que les trois participants sont répartis de manière aléatoire dans chacun des groupes. Il n'y a qu'une seule mesure par participant. Donc, les groupes sont indépendants. Si les groupes étaient à parier, on ne pourrait pas faire une ANOVA comme ça. Donc, non, groupe indépendant. Donc, quand on fait un test d'hypothèse, quand on veut faire des tests qu'on appelle des tests paramétriques, on a des conditions d'application. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer n'importe quel test à n'importe quelle donnée. Il est important que que les données dans leur ensemble, on va dire plutôt, respectent certaines conditions. Et donc, pour que les conditions soient respectées, pour vérifier si les conditions sont respectées, on doit bien souvent faire d'autres tests d'hypothèse intermédiaires. Donc là, on va voir les trois conditions d'application qui sont nécessaires pour la NOVA. Donc trois conditions d'application. Alors, je mets CA pour condition d'application. Hein. Donc, la première, ça va être l'indépendance des observations.
Donc, indépendance des observations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que vous devez être avec des groupes indépendants et pas avec des groupes appariés. Et en plus de ça, non seulement vous devez être dans des groupes indépendants, mais vous devez bien vérifier que les participants n'ont aucun lien entre eux, c'est-à-dire que les participants ne vont pas s'influencer les uns les autres. Par exemple, si vous organisez votre truc avec vos conducteurs et que vous les mettez dans le simulateur et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort du simulateur, il dit à l'autre: ah bah moi j'ai trouvé ça plus facile avec le jaune, j'ai trouvé ça plus facile avec le orange. Bah du coup ça influence les autres, donc ça c'est une mauvaise expérience. Donc il faut toujours que les participants en gros ne se croisent pas ou ne se disent rien. C'est-à-dire que les mesures que l'on prend doivent être vraiment indépendantes, il ne doit pas avoir quelque chose qui doit venir pouvoir influencer la personne qui est en train de passer. Donc voilà pour la première chose. Donc quand vous avez des groupes à parier, il y a d'autres alternatives. Il y a l'ANOVA pour les données à parier spécifiques, mais donc qui ne se passe pas de la même manière que celle-là. Ensuite, la deuxième condition que vous avez, c'est la normalité des données. Donc la normalité des données, ça, vous connaissez bien, vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois en L2. Donc, c'est donc de vérifier que les données suivent bien une loi normale. Et quand on parle de la normalité des données en ANOVA, on parle plus précisément de la normalité des résidus. Alors, je vais vous le préciser parce que sinon, ça va vous induire en erreur. Hop. Et enfin, la troisième condition d'application, c'est l'homogénéité des variances. Alors, l'homogénéité des variances, elle doit être vérifiée donc entre les groupes, c'est-à-dire que là, vous avez 3 groupes, et bien, dans les 3 groupes, les variances doivent être homogènes, sinon la condition n'est pas respectée. Alors, comment est-ce qu'on va vérifier ces conditions d'application? Alors, on ne va jamais le faire à la main, d'accord? On va toujours faire ça avec Jamovi. À la main, on ne fera jamais les conditions d'application, c'est trop compliqué. Et donc, dans Jamovi, vous allez pouvoir utiliser, pour le test de normalité, vous allez avoir le test de Shapiro-Wilk et le QQ-plot, ce qu'on appelle le QQ-plot. Et pour vérifier l'homogénéité des variances, vous allez avoir ce qu'on appelle le test de Leven. Donc faites attention sur ces deux tests-là, sur Shapiro-Wilk et Leven. On a donc H0, la normalité est respectée, H1, la normalité n'est pas respectée. Pour Leven, H0, les variances sont homogènes, H1, les variances ne sont pas homogènes. Donc à chaque fois, sur les conditions de normalité, ce qu'on veut, c'est ne pas rejeter H0, d'accord? Puisqu'on veut l'égalité, justement. Donc, on va chercher à ne pas rejeter H0. Si on ne rejette pas H0, c'est que nos conditions d'application sont vérifiées. Alors, si les conditions d'application ne sont pas vérifiées, il y a des alternatives, bien sûr, à mettre en place. Je ne vais pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui parce que ça fait trop de choses. Mais voilà, donc à chaque fois qu'on aura un problème avec les conditions d'application, donc quand ce sera un problème avec la normalité, on devra se rabattre sur un test non paramétrique, donc se rabattre sur un Kruskal-Wallis. Et quand on a un problème d'homogénéité des variances, donc on a un problème avec que le test de Leven est significatif, on va se rabattre sur un test de Welch. Donc dans Jamovi, c'est juste des cases à cocher, c'est pas, voilà, il n'y a pas de, c'est vraiment pas difficile, mais il faut juste savoir le faire et bien penser à le vérifier systématiquement avant de se lancer dans l'interprétation des résultats. Alors, c'est justement ce qu'on va commencer par faire.
C'est justement ce qu'on va commencer par faire. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre la capture d'écran avec les conditions d'application. Alors, est-ce que c'est tout bon pour la prise de notes sur ce que j'ai écrit pour l'instant? Est-ce que je peux effacer? Ouais, c'est bon. Personne n'appelle au secours. Ouais, ok. Hop. Alors, les conditions d'application. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde voit bien et que c'est pas trop petit. Alors, vous voyez qu'ici, on a donc deux tableaux et un graphique. Alors, le graphique, c'est le fameux QQ-plot dont je vous ai parlé pour vérifier la normalité des données. Et vous avez ensuite le test de normalité ici, c'est écrit, il n'y a pas de, voilà, pas de piège, et le test d'homogénéité des variances. Alors, je remarque qu'ils ont enlevé la petite phrase qui se met automatiquement sur Jamovi pour vous dire qu'une faible p-valeur suggère une violation de la condition d'application. Bon, ce qui, quelque part, c'est pas très grave qu'il l'ait enlevé, ça vous oblige à connaître le fonctionnement de vos tests, ce qui est pas plus mal. Donc, voilà. Alors, le QQ-plot, comment est-ce qu'on va le regarder? On va simplement... Vous voyez ma souris, hein? Vous voyez ma souris bouger? Oui, ok. Donc, le QQ-plot, comment il marche? Il faut juste regarder, en fait, les points et voir si les points sont plutôt proches de la droite ou si, au contraire, ils vont beaucoup s'éloigner et s'ils vont faire un peu des zigzags n'importe comment, voilà. Donc là, on voit que les points sont tous relativement proches de la droite. Donc, a priori, il n'y a pas de problème de normalité. On va quand même vérifier ça avec un test d'hypothèse. C'est toujours mieux de vérifier correctement. Et donc, le test d'hypothèse, on regarde donc la p-valeur ici. Et la p-valeur, on voit 0,981. Donc, autrement dit, on est largement dans une situation de non-rejet, puisque au-dessus de 0,05, on est dans une situation de non-rejet. Donc là, autant dire que la question ne se pose même pas. Donc, non-rejet de H0 ici. Donc, l'hypothèse de normalité est largement valide. Ensuite, on regarde l'homogénéité des variances. Donc, pareil ici, je vais regarder la valeur de P, 0,399. Donc là aussi, je suis largement en situation de non-rejet. Donc, l'hypothèse d'homogénéité des variances est validée également. On dirait plus des mouettes bientôt que des V, mais validés, mais vous avez compris. Est-ce qu'on est bon pour les conditions d'application? Est-ce que vous avez tout bien compris? Pas de questions? Ok. Alors, on continue. Donc ça, c'est vraiment voilà, la base. Quand vous faites votre ANOVA, avant de rentrer dans des analyses de résultats et tout ça, vous devez déjà toujours, bon, bien sûr, après avoir posé vos hypothèses, ça c'est toujours l'étape 1, mais vous devez vérifier donc les conditions d'application. Alors, on va juste faire un tout petit dernier truc là-dessus, c'est d'écrire les normes APA. Donc, les normes APA, comment ça s'écrit? Vous écrivez toujours la valeur de la statistique. Alors, quand c'est un test de normalité, ici, il n'y a rien écrit, mais comme c'est un test de normalité, on va écrire Z pour la normalité. Donc, Z. Oui, Marie, vas-y, écris. Écris tes questions, je réponds. Donc, Z égale 0,99 et P est égal à 0,981. Alors Marlène, peux-tu répéter P doit être supérieur à combien pour être validé? Alors, c'est pas pour être validé, c'est pour être dans une situation de non-rejet de H0. P doit être supérieur à 0,05, donc à 5%.
Pour l'homogénéité des variances, Marie, on ne rejette pas H0. C'est non-rejet de H0. Attention, c'est pas 0,5. 0,5, c'est 50%. C'est 0,05. Ça, faites gaffe, hein. C'est des pourcentages, hein. 0,05, 5%, pas 50. Donc non, 0,39, c'est bien supérieur à 5%, puisque c'est 39,9%. Donc ça, c'est donc ce que j'ai écrit en bleu, la norme APA pour le test de normalité. Et pour le test de Leven, on va écrire F, avec entre parenthèses les degrés de liberté qui sont donc directement donnés par Jamovi, donc vous n'avez plus qu'à les recopier. Alors, pour Z, il n'y a pas de degré de liberté, d'accord? Le test de normalité, c'est le seul où il n'y a pas de degré de liberté. Donc F, degré de liberté 1, c'est 2. Degré de liberté 2, 18, est égal à la valeur de la statistique 0,97 et P égale 0,399. Des petits points virgule entre la valeur de la stat et P. Et voilà. Donc ça, c'est pour les normes APA, donc que vous allez devoir apprendre à mettre en place systématiquement dans vos rapports, puisque c'est comme ça que vous devez rédiger vos articles et compagnie dès que vous faites des stats. Et ça va venir plus vite que vous ne l'imaginez. Donc voilà pour les conditions d'application. Est-ce que je peux effacer? Oui. Ok. Personne n'a l'air de dire non. Ok. Alors maintenant, on va donc rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire maintenant que j'ai vérifié mes conditions d'application, je peux donc aller vérifier mon hypothèse pour savoir si mes moyennes sont égales ou pas. Les degrés de liberté, je le rappellerai du coup pendant le calcul de l'ANOVA, mais ce sera les mêmes que le Fisher qui est là. Et pourquoi est-ce qu'on utilise la lettre Z? C'est parce que c'est la loi normale. Test de normalité, c'est toujours Z parce que c'est l'écriture la plus commune pour une statistique de loi normale. C'est juste une convention de chercheurs. Donc, les résultats de l'ANOVA, quand on les calcule à la main et souvent dans Jamovi, ils vont être présentés de la même manière. On va devoir construire en fait un tableau qui va ressembler à ça. Voilà, avec plein de magnifiques petites choses. Donc, petite chose que je ne vous ai pas dite, c'est vrai, mais c'est que vous avez remarqué que le nom du test qu'on est en train de faire, c'est l'ANOVA, donc analyse de la variance, alors que pourtant c'est un test qui sert à comparer des moyennes. Okay, donc comme j'ai dit à ceux qui avaient déjà été en cours avec moi, le mec qui a fait ça n'était pas complètement bourré, hein, il n'a pas fait n'importe quoi, il ne s'est pas planté au hasard. Voilà. C'est pourquoi? C'est parce que comme on veut comparer des moyennes entre des groupes, un très bon moyen de le faire, c'est justement de comparer les variances. Pourquoi? Parce que, regardez en fait, et même plus précisément que les variances, les numérateurs des variances, c'est-à-dire les sommes des carrés. Hein, quand vous avez une variance, la formule de base, c'est quoi? C'est la somme des xi moins x bar au carré divisé par n. Donc, le numérateur, ici, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés, donc en anglais sum of squares, donc SS. Vous l'avez ici d'ailleurs, sum of squares. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va analyser. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que donc, regardez le détail des calculs. Je vais juste effacer ça, pas que ça prenne trop de place pour rien. Le détail des calculs ici, donc vous voyez between groups et within groups. Alors pourquoi? Parce qu'il y a la variance totale, en fait, la variance telle que vous la connaissez, telle que je l'ai écrite il y a 2 minutes là, c'est la variance totale. Et cette variance totale, on peut la décomposer comme étant la somme de la variance intra-groupe
plus la somme des variances intergroupes. Donc, la variance, pourquoi que je vais écrire S carré plutôt. Donc, S carré, la variance, ou même on va même mettre avec sigma, peu importe. Donc, sigma carré total, la variance totale, est égale à sigma carré within plus sigma carré between. Donc, variance intragroupe plus variance intergroupe. Et donc, nous, dans l'ANOVA, on va donc décomposer la variance totale selon ces deux variances-là. La variance entre les groupes, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est la variance, ça va être la variance qu'on va repérer entre chacun des groupes, d'accord, en comparant chacun des groupes. Et la variance intragroupe, bah, c'est la variance un peu telle que vous la connaissez, c'est-à-dire quelle est la variance à l'intérieur de chaque groupe, quelle est la variance de chacun des groupes. Donc si vous regardez les formules du SSW ici, vous voyez que c'est YIK moins Y bar K. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir chaque individu soustrait à la moyenne globale, on va avoir chaque individu soustrait à la moyenne de son groupe. D'accord? Donc ça, c'est la variance intragroupe. Donc ça, vous voyez que ça ressemble vraiment très très fort à la variance que vous connaissez déjà. C'est juste qu'au lieu de prendre la moyenne générale, on prend la variance du groupe en question qui nous intéresse. Et la variance intergroupe, elle, alors on va oublier le NK pour l'instant, on va juste regarder Y bar K moins Y bar. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on regarde la variance? On regarde Y bar K, donc la moyenne de chaque groupe, moins Y bar. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que bah, si cette quantité, elle vaut 0, c'est-à-dire si Y bar K est égal à YK, bah, du coup, la variance intergroupe, elle sera quasiment nulle et la variance totale ne sera représentée quasiment que par la variance intragroupe. D'accord? Puisque c'est la somme des deux. Donc forcément, si on a une qui fait 0, et ben l'autre, ça veut dire qu'elle est égale à la variance totale. Ok? Donc, voilà pourquoi on analyse la variance pour comparer des moyennes. C'est parce que comme dans la variance, on compare des moyennes entre elles, et ben ça nous permet de définir à partir de surtout du coup à partir de la variance intergroupe, la variance, la différence pardon, qui existe ou pas entre des moyennes. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour que vous compreniez un petit peu d'où ça sort les formules, pourquoi est-ce qu'on compare des variances pour comparer des moyennes et comment fonctionnent les formules. Parce que ces formules ont l'air très 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 barbares et font très 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 peur, mais vous allez voir qu'à mettre en application, elles sont pas si difficiles que ça. C'est long, c'est chiant, ça je vous l'accorde, mais c'est pas hyper dur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se frapper le calcul à la main. Enfin, à la main, presque à la main. Je vais le faire avec Excel, parce que sinon, si on le fait vraiment à la main, on en a pour 2 heures. Mais je vais le faire avec Excel pour que vous compreniez quand même le cheminement, comment est-ce qu'on calcule les différentes sommes, etc. Et ensuite, sur les sorties Jamovi, là, ce sera ce que vous utiliserez pour répondre à votre devoir et on le verra ensemble aussi. Mais avant d'aller analyser des sorties que vous n'allez pas comprendre, je préfère qu'on détaille une fois le calcul. Et puis comme ça, si jamais à l'examen, ils ont envie que vous fassiez des petits calculs, eh ben, vous saurez faire et vous ne serez pas complètement perdu. Alors, du coup, je vais arrêter de partager ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Là, le petit tableau, je l'ai pris du cours, hein, donc vous l'avez dans votre cours. Je peux vous dire quelle page si vous voulez. Page 331 du PDF. Voilà, donc si vous voulez retrouver ce petit tableau, il est dans le cours. Alors, hop, on va se prendre un petit Excel.
Voilà, est-ce que vous voyez bien le tableau Excel tout vide? Oui. Ok. Et alors, je vais juste peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Pas trop. Ouais, voilà, comme ça pour ranger la place. Alors, je vais juste bêtement faire un copier-coller des données ici dans mon tableau. Voilà. Donc, chaque temps de détection, du coup, c'est un YIK. D'accord? C'est le temps de mesure pour chaque individu I de chaque groupe K. D'accord? Ensuite, alors, on va avoir besoin de calculer ça. Voilà. Tout le monde voit assez bien le... Tout le monde voit assez bien le tableau. Ouais, ça va. Je peux pas zoomer plus que ce que j'ai fait là parce que sinon après je vais plus avoir la place pour écrire tout. Là, je suis un peu au max de ce que je peux faire parce que vu qu'il va falloir que j'écrive encore un peu en dessous ici. Ou alors j'écris. Ouais, je vais écrire sur le côté. Je vais mettre comme ça. Je vais écrire sur le côté. Ah, vous pouvez zoomer vous? Ah bah encore mieux alors. D'accord, ok, top. Bah, je savais pas. Très bien. Merci Séverine pour l'information. Voilà, comme ça chacun peut régler à sa vue. Nickel. Donc, on va devoir commencer par calculer, puisqu'ici on va devoir rentrer pour chaque groupe la moyenne du groupe, on va devoir commencer par calculer la moyenne du groupe. Alors, du coup, je vais écrire ça. Bah, du coup, je redézoome un peu, désolée, comme ça je garde ma mise en page comme je voulais. Donc, on va calculer donc la moyenne du groupe neutre. Et donc, la moyenne du groupe neutre, bon, normalement, on la calcule à la main, hein, mais là, hop, Excel fait ça très bien. La moyenne du groupe neutre, la moyenne du groupe jaune, et la moyenne du groupe orange. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec Excel et que vous ne comprenez rien à ce que je suis en train de faire, c'est pas grave du tout, on s'en fout, vous n'avez pas besoin d'Excel à l'examen. C'est juste moi pour gagner du temps plutôt que de faire tous les calculs à la calculatrice, parce que ça prend beaucoup plus de temps. Ce qui compte, c'est que vous compreniez la procédure et que vous soyez capable de la refaire à la main. Mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout une obligation de savoir utiliser Excel. Alors, est-ce que j'arrive à zoomer très légèrement? Ah bah voilà, nickel. Ah, mais il me manque la moyenne du total. J'ai besoin encore d'une ligne. Je vais faire comme ça. Hop. Moyenne. J'espère que ça ne va pas tout décaler. Non, c'est bon. Et donc, la moyenne générale, on a donc... Là, je prends la moyenne de tous les individus. Hein. Voilà, 5,42. Alors, est-ce que j'arrive à zoomer? Oui, voilà, nickel. Donc ici, je vais simplement reporter la moyenne de chaque groupe en face de l'individu en fonction de son groupe. Donc là, les premiers sont tous des individus du groupe neutre. Donc je vais tous écrire 6,51. Ensuite, les 7 individus suivants sont ceux du groupe jaune. Donc on va écrire 5, 4. Et enfin, les derniers individus, le groupe orange, donc 4,77.
Donc voilà votre première étape. Votre première étape, c'est de faire une colonne groupe min avec en face de chaque individu la moyenne de son groupe. Parce que jusque-là, tout va bien. Ensuite, pour faire la formule de la somme des carrés intragroupe, on a besoin de faire YIK moins Y bar K. Du coup, je vais rajouter une colonne qui va être YIK moins Y bar K et qui donc va être égale au temps de détection moins la colonne groupe min. Et donc, je fais mon petit calcul, hop, YIK moins Y bar K, et je fais ça pour les 21 individus. Donc là, pareil, hein, rien de compliqué mathématiquement, il faut juste faire une soustraction. Donc pour l'instant, on a fait calcul de moyenne, soustraction. Normalement, ça va pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre ça au carré. D'accord? Dans la formule, c'est YIK moins Y bar K, donc la moyenne, au carré. Désolée pour les écritures un peu dégueulasses là, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, et ça, du coup, que je vais mettre aussi au carré. Donc, je prends cette colonne et je la multiplie par elle-même pour avoir mon carré. Hop, et j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Et donc ensuite, pour avoir la somme des carrés intragroupe, je n'ai plus qu'à faire la somme de cette colonne-là. Donc, du coup, c'est un peu tout collé, désolé. Donc, la somme des carrés intragroupe, donc SSW, c'est donc égal à la somme de toute cette colonne-là. Et donc, je trouve 18,18. Est-ce que ça va pour tout le monde, le calcul du SSW? Donc vous voyez, ça a l'air plus terrible que ça en a l'air, hein, parce qu'au final, quand on décortique le calcul, on se rend compte que c'est vraiment que des moyennes et des soustractions et mettre une colonne au carré. Donc c'est long, chiant, fastidieux, tout ce que vous voulez, mais c'est pas difficile mathématiquement. La formule a l'air très barbare, mais finalement, elle est pas hyper compliquée. Par contre, elle est chiante, ça je vous l'accorde. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est SSW. Maintenant, je vais devoir faire le SS between. Donc le SS between, SSB, pour ça, je vais devoir me faire un nouveau petit tableau avec donc K, les modalités de ma variable de groupe, NK qui va être l'effectif de ma variable de groupe. Déjà, donc mes groupes, j'ai quoi? J'ai le groupe neutre, j'ai le groupe jaune et j'ai le groupe orange. En bleu, toi. Et NK, j'ai 7 individus dans chaque catégorie. Hein, c'était écrit dans l'énoncé et puis je peux le retrouver aussi sur les données. Donc, 7 individus dans chaque groupe. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Donc, après, qu'est-ce que je dois faire? Pour faire le calcul, je dois faire Y bar K moins YK. D'accord? La moyenne du groupe K moins la moyenne... moins YK, pardon, pas moins Y bar, pardon, pas moins YK. La moyenne de chaque groupe moins la moyenne générale. Donc là, ici, je vais simplement faire la moyenne du groupe neutre, donc 6,51, moins la moyenne générale, donc 5,43.
Ensuite, la moyenne du groupe jaune moins la moyenne générale. Et la moyenne du groupe orange moins la moyenne générale. Et donc, j'obtiens ces trois valeurs-là. Ensuite, pareil, cette quantité-là, je dois la mettre au carré. Donc, hop, je vais mettre ça au carré. Et enfin, je dois multiplier cette colonne-là par nk, puisque ma formule, c'est nk facteur de y bar k moins y bar au carré. Donc, je vais faire nk multiplié par la colonne d'à côté. Vous voyez plus rien là ou vous voyez? Toujours. C'est OK? Vous voyez tout le Excel? Il n'y a que moi qui ne le vois pas? Ah bon, ça va alors. Et donc, on multiplie nk par cette colonne-là. Ah oui, mais après l'enregistrement... Voilà. Donc voilà pour la décortication de ce calcul-là. Et donc après, bah, comme tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à faire la somme des trois pour avoir donc le SSB. La somme de ça. Et donc là, j'ai calculé mes deux sommes des carrés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez besoin que je revienne sur certains points? Ouais, tout le monde? Ok, cool. Donc maintenant, vous avez vu dans le tableau que à côté de la colonne somme des carrés, il y a la colonne degré de liberté, DDL. On remplira après le tableau plus en détail. Quoique je dois peut-être pouvoir. Est-ce que je peux... Vous voyez mon truc là, toujours? Non, hein. Et ouais, m'en doutais. Mais alors, je peux peut-être quand même le rajouter. Ça... Voilà, vous le voyez maintenant? Ok. Nickel. Donc là, on a calculé cette colonne-là, on a fait la somme des carrés, hein, donc on peut même déjà reporter les résultats si on veut. On a donc 18,18 pour Within et 12,56 pour Between. 18,18 et 12,56. J'ai mis ça dans le bon ordre. Bah non, évidemment, j'ai écrit à l'envers. Voilà. Donc là, ici, maintenant, vous voyez qu'on a une colonne qui s'appelle DF, qui veut dire Degrees of Freedom en anglais, qui est donc les degrés de liberté. Donc les degrés de liberté, vous les avez un petit peu vus l'année dernière avec Student. Hein, quand vous faisiez des tests de Student, vous aviez N-1, N-2. Donc là, les degrés de liberté pour l'ANOVA, vous avez 1 degré de liberté pour chaque somme des carrés.
Donc les degrés de liberté between, c'est G-1, donc le nombre de groupes moins 1. Et le degré de liberté within, c'est le nombre d'individus total moins le nombre de groupes. Donc, on va se rajouter ça dans notre petit Excel. On a donc ici degré de liberté between, degré de liberté within. Donc, between, on a dit que c'était le nombre de groupes moins 1. Donc, on a 3 groupes moins 1 qui va donc nous faire 2. Pour within, on a dit que c'était le nombre d'individus total moins le nombre de groupes. Donc, on a 21 individus moins les 3 groupes, ce qui nous fait un degré de liberté de 18. Ça va pour tout le monde, les degrés de liberté? On a bien compris. Parfait. Et ensuite, vous voyez qu'on doit calculer quoi? On doit calculer le mean squares, d'accord? Donc la moyenne des carrés. Alors ça, c'est pas difficile, il faut juste faire ce que vous avez trouvé pour SSB divisé par ses degrés de liberté. Pour within, ce que vous avez trouvé pour SSW divisé par ses degrés de liberté. Donc ça, c'est pareil, c'est juste une bête division. Une fois que, en fait, le truc compliqué et long et tout ça, c'est la somme des carrés. Une fois que vous avez ça, franchement, après, le reste, c'est vraiment pas dur et c'est rapide. Ce qui est long, c'est vraiment ça. Donc, hop, la moyenne, mon petit Excel. Voilà. Donc, MS between, MS within. Donc, pour le between, on a donc 12,56 divisé par ses degrés de liberté 2. Et pour le within, on a SSW divisé par ses degrés de liberté 18. N, c'est le nombre d'individus. Ben, au final, tu as autant de mesures que d'individus, mais c'est le nombre d'individus. OK? Et enfin, pour calculer la statistique F, qu'est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire? Il nous reste à diviser les deux moyennes des carrés ensemble. Donc, 6,28 divisé par 1,01, ce qui vous fait 6,22. Alors, il y a 7, Frédéric qui nous dit « Nombre d'individus, je me serais trompée en mettant 7 au lieu de 21. » Le 7, c'est le nombre d'individus par groupe. C'est NK. Mais au total, il y a 3 fois 7, donc 21 individus. D'accord? J'ai dit N, j'ai pas dit NK. Okay, c'est vraiment la différence entre les deux. N, c'est le nombre total. NK, c'est le nombre dans le groupe K. Voilà. Donc ça, il faut bien différencier. Parce qu'en fait, dans l'ANOVA, vous n'êtes pas obligé, contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nombre d'individus dans chaque groupe. On aurait très bien pu avoir un groupe avec 8 individus, ça n'aurait pas posé problème. Donc là, ici, il se trouve que les 3 groupes ont le même nombre d'individus, ce qui sera très souvent le cas dans vos exercices, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ça ne pourra pas du coup être ça qui va dans les degrés de liberté, puisque dans les degrés de liberté, vous devez avoir qu'une seule réponse possible, quoi. Donc, le nombre total d'individus et pas le nombre par groupe. Et donc là, voilà, on a calculé notre statistique de Fisher. Alors, en principe, une fois qu'on est là, on doit aller chercher dans la table de Fisher et comparer la statistique observée à la statistique théorique, comme vous aviez l'habitude de le faire en L2. Mais on ne va pas le faire, tout simplement, pourquoi? Parce que la table de Fisher, jusqu'à maintenant en tout cas, et on est quand même au mois d'avril, donc voilà, on ne vous l'a pas donnée. Vous ne pouvez pas l'inventer, donc si on ne vous demande pas d'utiliser la table de Fisher, vous ne l'utiliserez pas, ça veut dire qu'en gros, on veut que vous sachiez faire le calcul,
Mais pour les conclusions, on vous demandera du coup d'utiliser Jamovi uniquement. A priori, hein, c'est ce que je comprends de ce que j'ai pu voir, dans les différents échanges que vous m'avez montrés. Si pas le même nombre d'individus, on devra le corriger. Non, pas forcément. À partir du moment où les variances sont homogènes, t'as pas besoin de corriger quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est que les variances soient homogènes. Bon, après, on va éviter d'avoir un groupe avec 25 personnes et un groupe avec 3 personnes, hein. Voilà. Mais en soi, s'il y a quelques individus d'écart, c'est pas gênant. Donc voilà le calcul de la statistique de Fisher qui va donc nous permettre de faire l'ANOVA. Donc j'ai dit 6,22. Pour le Excel, Sandrine, le côté gauche du Excel. Attendez, je vais dézoomer maintenant qu'il est fini. Dis-moi quand c'est bon, Sandrine, du coup. C'est bon? Ok, nickel. Donc ici, on a donc un Fisher de 6,22 et les degrés de liberté, pardon, je ne les ai pas écrits, 2 et 18. Donc voilà l'explication, c'est Wadat, je crois que tu demandais tout à l'heure pour les degrés de liberté. Voilà, ce sont les mêmes ici que pour le test de Leven. Alors, maintenant qu'on est là, on va être obligé pour l'analyse à la main de s'arrêter là, puisqu'on n'a pas la table de Fisher. Et on va donc devoir utiliser maintenant les sorties Jamovi pour poursuivre l'analyse. Donc, je vais effacer ça. Et je vais vous mettre à la place les sorties logicielles que vous avez. Donc, vous avez déjà ça. Et ensuite, vous avez ça. Voilà, tout le monde voit à peu près bien, c'est lisible? Ok, parfait. Je sais pas, Caroline. Attends, est-ce que c'était pour expliquer la question 2? Bah, non, enfin, non, pas forcément, parce que en fait, on vous demande pas de faire, on vous demande pas de faire le calcul. Je crois pas. Utiliser Jamovi. Non, non. On vous demande pas de faire les calculs dans le TD, on vous demande juste d'interpréter les sorties Jamovi. Donc là, c'était juste pour que vous compreniez ce qui se passe et comment se font les calculs. Mais voilà, il n'y a pas de réponse aux questions. Donc ici, voilà les sorties qu'on vous donne. Et en gros, à partir de là, on vous demande de dire s'il y a une différence significative entre les groupes et si oui, entre quelles sont les couleurs qui sont les plus efficaces. Et de rien, Vali, c'est vraiment ton prénom ou c'est Valérie que t'as raccourci en Vali? Je ne sais pas, du coup je me permets de vous appeler par vos petits noms, hein, si vous avez, voilà, Valérie, si vous avez écrit des petits surnoms, je vous appelle comme ça du coup.
Il y en a un qui s'appelle ordinateur, je suis désolée pour toi. Donc, du coup, donc de rien, elle me dit merci, ça aide à bien comprendre. Donc de rien, avec plaisir, tant mieux si ça a aidé. Hop. Alors, l'ANOVA. Maintenant qu'on a vérifié nos conditions d'application, etc., on va pouvoir analyser nos résultats. Alors, juste avant d'analyser les résultats, je vous montre la partie gauche ici, Estimated Marginal Mean. Ça, c'est des statistiques un peu, enfin, entre guillemets, descriptives, dans le sens où ça, c'est des statistiques que vous pouvez analyser un peu dès le départ. Quand on vous demande de faire une analyse descriptive, en fait, de votre jeu de données, c'est vraiment d'écrire votre échantillon. Donc d'écrire la moyenne de l'échantillon, et vous pouvez aussi donner l'écart type. Alors là, l'écart type, il n'est pas donné, donc vous n'allez pas pouvoir le donner. Ce qui est un peu dommage. Tant pis, du coup. Faudrait que je regarde, j'ai pas regardé le détail des paragraphes qui veulent que vous recopiez dans le cours. Donc normalement, je vous le dis pour vos devoirs de stats, enfin pas pour celui-là, mais pendant les autres matières, vous devez présenter des résultats d'études statistiques. Normalement, dans la partie descriptive, quand on fait une ANOVA ou en général qu'on travaille avec des variables quantitatives, on met toujours la moyenne plus ou moins son écart type. Ok, là, il n'y a que l'erreur standard, il n'y a pas l'écart type, donc ma foi, tant pis. Mais sinon, normalement, il faut quand même mettre l'écart type, c'est mieux. Donc là, ici, vous avez un tableau avec la moyenne de chaque groupe. Donc vous voyez c'est exactement les mêmes résultats que ce qu'on avait trouvé. Et l'intervalle de confiance de la moyenne. Et ici, sur le graphique, c'est pareil. C'est la moyenne, le petit rond, et son intervalle de confiance ici, qui est représenté avec les barres. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à vue d'œil? Déjà, on a l'impression que entre le fluo jaune et le fluo orange, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça a l'air d'être à peu près la même efficacité. Par contre, on voit que le temps de détection était beaucoup plus long sans les gilets de protection, puisqu'on voit que la moyenne du temps de détection est beaucoup plus élevée dans le groupe neutre. On voit par contre au niveau de l'intervalle de confiance que c'est à peu près les mêmes longueurs. Donc ça, c'est lié au fait que les écarts types dans les groupes sont homogènes. Donc ça, c'est normal puisqu'on a validé déjà la condition d'homogénéité. Donc ça, c'est toujours bien alors pas dans des articles, c'est rare qu'on ait des graphiques, mais dans des rapports, dans des mémoires, quand on vous demande vraiment de faire une analyse poussée, c'est toujours bien de mettre un ou deux petits graphiques pour présenter vos résultats des statistiques descriptives et montrer que vous avez, et c'est plus visuel en fait. Les gens, les correcteurs, ils voient tout de suite le truc et du coup, quand vous écrivez votre petit paragraphe, c'est beaucoup plus parlant que juste des données comme ça en vrac. Donc quand il y a des graphiques, c'est bien de les mettre pour les statistiques descriptives. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir regarder donc notre ANOVA. Donc le tableau d'ANOVA, vous voyez ici qu'on retrouve donc les sommes des carrés, les degrés de liberté, les moyennes et la statistique F. Et donc vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes résultats que ce qu'on a trouvé à la main avec un F de 6,22. Et on voit donc ici qu'on a une p-valeur de 0,009, ce qui est plus petit que 0,05 et donc plus petit que 0,05, ça veut donc dire rejet de H0, rejet de l'hypothèse nulle, et donc rejet de l'hypothèse nulle, ça veut bien dire qu'il y a une différence significative entre au moins deux des moyennes. Je rejette H0, donc avec un seuil de risque toujours non nul, et la probabilité de se tromper n'est jamais nulle, mais avec un risque d'erreur inférieur à 5%, je peux dire qu'il semble y avoir une différence significative entre les moyennes de mes groupes. Et donc, puisqu'il y a une différence significative, il va falloir que j'aille creuser l'analyse et voir où se situe cette différence, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a une différence, mais maintenant, il faut savoir où se situe cette différence et pour justement pouvoir établir quelles sont les couleurs les plus efficaces et les moins efficaces. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le tableau post-hoc test. Donc ce tableau post-hoc test n'a de sens que si l'ANOVA ici était significative. Puisque s'il n'y a pas de différence significative entre les groupes, ça ne sert à rien d'aller voir l'analyse post-hoc, puisque de toute façon, l'ANOVA vous a déjà dit qu'il n'y avait pas de différence significative.
Mais quand il y a une différence significative, on va aller creuser pour voir où se situe la différence. Et donc ici, comment il fonctionne ce tableau post-hoc test? Alors ça, on ne fera pas à la main les tests post-hoc parce que ça ne se fait pas vraiment... Enfin, tout peut se faire à la main, mais les calculs sont assez... Enfin, en fait, non, ils sont pas vraiment chiants parce que c'est des tests de student, mais ça fait encore des tests à faire à la main, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, si jamais il y en a qui veulent se réentraîner, c'est des tests de student, de L2, de comparaison de deux moyennes. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent s'amuser à voir s'ils arrivent à retrouver les bons résultats, vous pouvez le faire, mais on ne le fera pas dans le détail ici parce que, a priori, ce ne sera pas demandé pour vous cette année. Donc on voit le fluo jaune et le fluo orange. Donc on va comparer ici ces deux groupes. Fluo jaune moins fluo orange, la différence de moyenne est de 0,23. L'erreur standard 0,54, ça on s'en fout, c'est plus pour le... Enfin, c'est les calculs intermédiaires, mais on s'en fout pour l'interprétation. Les degrés de liberté, la valeur du T de student et la p-valeur qui correspond. Alors, 0,676. Ok? Donc, 0,676, c'est supérieur à 0,05. Donc, non-rejet de H0, donc non-rejet de l'hypothèse d'égalité entre ces deux moyennes. D'accord? Test de student, H0, les deux moyennes sont égales, H1, les deux moyennes sont différentes. Oui, Laura, pardon, j'avais pas vu ta question. Peux-tu réexpliquer les termes vêtements et résidual, ce qui renvoie, je suppose, à SSB et SSW? C'est exactement ça. C'est juste les valeurs de SSB et de SSW. Donc, si jamais vous savez plus quelle ligne correspond à quoi, il suffit juste de regarder les degrés de liberté. Avec les degrés de liberté, vous retrouvez tout de suite quelle ligne correspond à Wifin et quelle ligne correspond à Between. Mais oui, c'est exactement pareil. C'est juste une notation différente, mais qui revient exactement à la même chose que d'écrire SSB ou SSW. Donc ça va pour test de student. H0, les moyennes sont égales. H1, les moyennes sont différentes. On a une p-valeur de 0,676. Donc, c'est significatif. Ce n'est pas significatif. Donc, il n'y a pas de différence significative entre le fluo jaune et le fluo orange. Même si le fluo jaune a de très légers meilleurs résultats que le fluo orange, cette différence n'est pas suffisamment élevée pour pouvoir être jugée comme étant significative. Ensuite, entre le fluo jaune et le neutre, on voit moins 1,51 de différence de moyenne. Alors, en fait, la différence de moyenne, elle va vous servir simplement pour le signe, c'est-à-dire pour voir quelle est la valeur qui est la plus élevée que l'autre. Alors, vous avez aussi le graphique, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous fier au signe de la moyenne des différences, puisque pour qu'une soustraction soit négative, il faut que la première valeur soit inférieure à la deuxième. Donc là, puisque c'est moins 1,51, ça veut dire que le fluo jaune a une valeur inférieure au neutre. Et ça se confirme ici dans le graphique, hein, puisque fluo jaune, ça a un temps de détection plus faible que neutre. Et donc, on regarde notre p-valeur, 0,023, donc c'est inférieur à 0,05. Donc, il y a une différence significative entre le temps de détection quand on porte un fluo jaune ou quand on ne porte pas de vêtements. Enfin, pas de vêtements réfléchissants. Peut-être que si vous êtes à poil, on va vous remarquer plus vite. Pour les normes APA, comment note-t-on les résultats du post-hoc au premier groupe? Je vais vous montrer les normes APA pour tout après. Et enfin, le dernier, fluo orange et fluo neutre, n'importe quoi. Fluo orange et couleur neutre. On voit la différence de moyenne, moins 1,74. Donc là encore, évidemment, c'est le fluo orange qui est plus faible que le neutre. On a une p-valeur 0,014, ce qui est donc aussi inférieur à 0,05. Donc là aussi, on a une différence de moyenne qui est significative. Et oui, du coup, c'est ça. Donc,
Pour la question de Claire, c'est est-ce qu'il y a du coup 3 hypothèses nulles et 3 hypothèses alternatives à préciser pour les post-hoc? Oui, puisqu'il y a 3 tests de students différents pour chaque groupe. Donc oui, il y a forcément 3 couples d'hypothèses qui correspondent à chaque test de student. Donc pour les normes APA, pour présenter vos résultats, ici pour l'ANOVA, c'est donc un Fisher. Donc F, avec entre parenthèses les degrés de liberté, de 18, qui est égal le F à 6,22, et P est égal à 0,009. Et pour les post-hoc, du coup, ce sont des tests de student. Donc, T, entre parenthèses 18, est égal à, alors la valeur du T en fonction de chaque test. Donc, si on fait pour le premier, 0,43, et P est égal à 0,676. Et vous faites ça pour les 3 du coup. Donc T, 18, les degrés de liberté, ce sera toujours les mêmes. Vous mettez la valeur du T et ensuite la p-valeur. Donc après, pour les post-hoc, alors si vous rédigez de manière officielle, on va dire, avec les normes APA et tout ce qui s'ensuit, juste des petites phrases comme ça en mode article de recherche, vous faites juste une phrase pour dire il y a une différence significative entre ces deux couleurs, il n'y a pas de différence significative entre ces deux couleurs, avec entre parenthèses les normes APA. Par contre, si vous voulez vraiment détailler votre démarche et tout ça, là, vous allez mettre à chaque fois comparaison entre le fluo orange et le fluo jaune. H0 H0 c'est ça, H1 c'est ça, et du coup, on obtient les résultats suivants, machin, voilà. Donc, quand on écrit les résultats en mode article de recherche, juste en quelques lignes, on met pas les hypothèses et tout ça. On ne détaille pas la démarche. On écrit juste les normes APA d'un point de vue statistique et une phrase de conclusion. Alors, je regarde les questions. Donc, juste pour vérifier, pour H0 des post-hoc, on parle d'égalité des moyennes et pour H1 de différence des moyennes. Oui, évidemment, puisque H0 contient toujours l'égalité. Donc, H0, les moyennes sont égales. H1, les moyennes sont différentes. Et tu mets une valeur absolue dans la norme APA? Non, jamais, puisque dans la norme APA, tu ne vas pas chercher dans la table ou quoi que ce soit. Donc, tu mets juste la vraie valeur du student. Donc, moins 2,82, moins 3,24. Ça, tu mets vraiment tu peux vraiment mettre le signe. La seule chose, c'est de dire éventuellement le sens dans lequel tu as fait le calcul. Parce que si tu avais fait, par exemple, neutre moins fluo jaune, là, tu aurais eu comme différence de moyenne 1,51 et pas moins 1,51. Et donc, le student aurait été positif. Mais la conclusion, elle, aurait été exactement la même, puisque la loi de student ou la loi normale, peu importe, les deux sont parfaitement symétriques. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit à peu près. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains points? N'hésitez pas à me demander. Sinon, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre travail. J'espère que ça vous a aidé. Et de rien, du coup, tous les petits messages très, très gentils qui arrivent. Merci beaucoup à vous. J'espère que la vidéo a fonctionné. Oui, moi aussi. Croyez-moi, moi aussi. J'en ai un peu marre des problèmes de vidéo, là. Ça me prend la tête. Et je suis super contente si ça vous a plu et que ça vous a aidé. C'est parfait. Le replay, je le posterai. Enfin, je le posterai. Non, je ne peux pas le poster parce que je ne peux pas faire partie de votre groupe. Je l'enverrai à quelqu'un pour qu'il le poste sur votre groupe Facebook. Comment on sait si on doit utiliser One Way ANOVA ou Repeated Measures ANOVA dans Jamovis? Alors, que tu utilises One Way ANOVA ou ANOVA quand tu as un seul facteur, ça change quasiment rien. Tu peux choisir l'un des deux.
Et ANOVA à mesure répétée, ça, c'est quand tu as des groupes qui sont des groupes appariés, donc quand tes données ne sont pas indépendantes. Donc ça, c'est autre chose. Du coup, il n'y a pas de différence significative entre les vêtements jaunes et les vêtements orange exactement. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on met du fluo, qu'il soit jaune ou orange, on s'en fout, il y a pas de différence. Et ben, ça me fait super plaisir si vous avez compris, c'est super chouette. Je suis peut-être allée un peu vite, mais j'espère que ça a été. Si je suis allée trop vite sur certains trucs, n'hésitez pas, hein, je peux revenir sur des choses s'il y a besoin. Pour les calculs à la main, comment gérer les arrondis? Ça, c'est vraiment un peu au pifomètre, étant donné qu'on ne vous précise rien. Moi, généralement, je prends 2 chiffres après la virgule. Vous pouvez en prendre 3, vous pouvez en prendre 4. La seule chose, c'est d'être cohérent avec ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous commencez avec 2 chiffres avec la virgule, vous faites tout avec 2 chiffres après la virgule. Vous faites pas des fois 1, des fois 2, des fois 3, voilà. Donc soyez juste cohérent dans l'arrondi que vous choisissez. Mais après, en général, 2 chiffres, c'est déjà pas mal. Si vous voulez en prendre un peu plus, vous pouvez. Enfin, y a pas de... As-tu parlé du état carré? Alors non, j'en ai pas parlé parce que il est pas dans le. C'est vrai qu'il est pas dans les sorties Jamovi, je crois pas l'avoir vu dans les données, dans les sorties qu'il vous a données. Euh, Non, il l'a pas mis. Alors non, donc j'en ai pas parlé, mais donc ça, la taille de l'effet, hein, ce qui se note avec un petit n comme ça. La taille de l'effet, c'est un peu l'équivalent du coefficient de détermination dans le dans la régression, je vais y arriver. Et en fait, ça, c'est juste pour vous donner la puissance la puissance du lien entre guillemets qu'il y a entre les différentes modalités, entre les différents groupes. Alors pour l'ANOVA, j'en suis pas spécialement fan de ce truc. Tant pour le qui carré, ça peut un peu servir et tout ça, mais je suis pas spécialement fan de ce coefficient. Il est un peu utilisé à tout va en psycho, alors que c'est pas un truc hyper fiable. Donc, euh, donc voilà, enfin, c'est difficile à interpréter parce que c'est pas une valeur sûre, donc c'est difficile de dire ah bah il est élevé, donc c'est bon, mon test est bien ou pas. Enfin, voilà, la taille de l'effet est grande. C'est vraiment juste pour voir est-ce que l'effet de la VI sur la VD est fort ou pas. Donc voilà, plus il est proche de 1, plus l'effet sera fort, plus il est proche de 0, moins l'effet sera fort. Mais voilà, c'est pas hyper primordial non plus. Euh, alors après, tu peux remplacer le prof de stats de L3 et l'intervenant des regroupements? Non, je ne peux pas. Alors c'est pas que je veux pas, en vrai ça me plairait bien, hein, j'aimerais bien parce que quand je vois enfin, tout ce qu'ils pourraient faire en étant à distance et qu'ils font pas, voilà c'est sûr que ça me donne envie, la preuve. Mais mais non, tout simplement parce que je ne suis pas enseignante chercheuse et qu'il faut avoir un doctorat pour pouvoir avoir le droit d'exercer à la fac. Alors après, peut-être qu'ils sont pas très motivés parce qu'ils ont des salaires pourris, hein, c'est possible, je ne sais pas. Mais toujours est-il que effectivement, il faut avoir un certain statut pour avoir le droit d'exercer, enfin, d'enseigner à la fac et je n'ai pas ce statut. Donc je n'ai pas le droit de postuler à l'IED pour donner les cours de stats. À lundi, Pascal. Et bah, du coup, de rien. Merci tout le monde pour vos petits messages. C'est très, très gentil. Alors, mais comme il en parle dans le chapitre Oui, il en parle dans le cours du état carré, mais c'est... Enfin voilà, je sais qu'il en parle, il existe, mais je vous dis juste qu'il ne faut pas non plus y accorder trop d'importance parce que c'est pas un indicateur ultra fiable. Effectivement, la valeur est entre 2. Euh, Alors, tu la vois, la valeur du état carré, elle n'y est pas hein, dans l'exercice là. Elle n'y est pas. Oui, attends, excuse-moi, Coraline, ça y est, j'ai allumé le micro, c'est bête. J'ai changé de PC entre-temps, donc voilà.
Ah, super. Non, parce que du coup, comme j'ai suivi le TD, ben, il nous mettait de se référer à tel chapitre du manuel et tout ça. Et donc, du coup, bah, pour le faire, je me suis aussi, enfin, j'ai suivi ce que le chapitre disait. Et donc, du coup, bah, je l'ai calculé, moi, pour l'exercice du TD. Ben, Pour répondre à la question 1, en fait, d'accord, en parce qu'en fait, plus dans le du taux paragraphe valeur. auquel il vous dit de vous fier, il y est, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est à la suite, ouais. Ouais. D'accord. Faudrait que je regarde. Et du coup, bah oui, donc quand moi je l'ai calculé, j'ai trouvé 0,41 en fait. Oui, bah, ça veut dire que ça veut dire que Donc c'est pour ça, l'effet de la effectivement, VI sur la VD est en effet moyen, quoi. ouais. Du coup, moi j'avais mis dans ma phrase modifié à 40, j'ai mis que le vêtement, du coup, à haute visibilité, modifié à 41% de temps de détection. Alors, bah, ça, c'est l'interprétation dont je suis pas hyper fan. Ouais, Parce que justement, c'est un peu un gros raccourci de dire ça comme ça. Mais ouais. si c'est comme ça qu'ils l'écrivent dans le paragraphe que vous devez recopier, ben ma foi, écris-le comme Bah ça, quoi. après, moi, cette phrase-là, je l'ai repris par rapport à un exercice qu'on avait fait ensemble dans un des cours. Ou je sais plus, pour un exercice, bah, tu nous as expliqué que pour le n Oui. carré, bah, c'était 70% de. Enfin, donc du coup, j'ai repris ça en fait. Ben c'est surtout, oui, c'est ça. En fait, la vraie interprétation du état carré, c'est la proportion de la variance intergroupe qui y est enfin, qui fait partie de la variance totale, en fait. Donc, si j'ai 30%, ça veut dire que la variance intragroupe, elle représente 30%, intergroupe, pardon, elle représente 30% de la variance totale. D'accord? Puisque Mm. le calcul, c'est SSB divisé par SS total. Ouais. Donc, donc c'est vraiment la proportion de variance intergroupe qui fait partie par rapport à la variance totale, en fait. Donc c'est vraiment ça. Ça veut pas dire que ça explique à 30%, ça c'est le raccourci, ça veut dire que la variance intergroupe représente, enfin 41%, je crois que t'as dit, 41% de la variance totale. Mais donc du coup, c'est une part non négligeable, puisque c'est presque la moitié de la variance totale, donc c'est quand même une proportion assez forte. D'accord. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Tant que vous êtes là, je peux répondre. Laetitia, je te recoupe ton micro par contre. Ouais, Merci. Ceux qui ont regardé sans rien dire, sans trop s'exprimer ni rien, n'hésitez pas, hein. Je crois que vous êtes beaucoup plus nombreux que le nombre de personnes qui parlent, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, il n'y a vraiment pas de souci. N'hésitez surtout pas à demander. Et c'est pareil, hein, vous me dites merci, c'était super et tout, ça me fait très 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 plaisir, mais n'hésitez surtout pas aussi à me dire s'il y a des choses qui vont pas, des choses que je suis allée trop vite ou des soucis, enfin voilà. C'est aussi ça qui permet de progresser et d'avancer, donc si jamais vous avez des remarques négatives, il faut les dire aussi, tant que c'est dit avec bienveillance, c'est constructif et ça fait du bien aussi. SS total, est-ce qu'on l'a calculé? Non, bah, c'est juste la somme des deux sommes des carrés, hein, donc c'est juste 12,56 plus 18,18. Mais c'est tout. Alors, je bug toujours sur groupe à parier ou indépendant, puisqu'il n'y a que 7 participants qui passent chaque modalité. On s'en fout du nombre de participants. C'est justement, ils passent chaque modalité, mais c'est pas les mêmes individus. C'est ça qui compte. C'est que t'as pas mis les mêmes individus et tu leur as fait passer le test dans 3 conditions différentes. Tu as mis 21 individus, tu les as répartis de manière aléatoire dans chaque groupe. Si tu avais eu un groupe à parier, tu aurais eu que 7 participants
Et ces 7 participants auraient passé le test 3 fois. Donc, c'est pas la même chose. Je vais vous donner l'exemple que je donne en L1 pour expliquer la différence entre groupe à parier et groupe indépendant. Imaginez que vous voulez faire passer vous voulez vérifier une hypothèse selon laquelle les gens qui vivent à la campagne seraient moins stressés que les gens qui vivent à la ville. Pour ça, vous avez 2 solutions pour mener en place ce test. Vous avez la solution de prendre un échantillon de personnes qui vivent à la ville, un échantillon de personnes qui vivent à la campagne, donc constitué d'individus différents du coup, de calculer les moyennes dans les 2 groupes et de faire le test d'hypothèse. Là, vous avez des échantillons indépendants puisque vos 2 groupes sont constitués d'individus différents. La deuxième solution, c'est quoi? C'est de prendre un groupe de personnes qui vit à la ville ou à la campagne, et puis 6 mois après, d'inverser leur situation en fait. C'est-à-dire que ceux qui vivent à la campagne, vous les mettez à la ville, ceux qui vivent à la ville, vous les mettez à la campagne, et vous remesurez leur taux de stress plusieurs mois après les avoir fait déménager. Et du coup, vous allez voir si c'est sur les mêmes individus, est-ce qu'il y a eu un impact en fonction d'être à la ville ou à la campagne. Et donc ça, c'est une deuxième manière de répondre à l'hypothèse. Alors après, les 2 méthodes ont leur côté positif et leur côté négatif. Mais donc là, ce sont des groupes à parier, puisque ce sont les mêmes individus que vous placez dans 2 situations différentes. Et là, comme dans l'énoncé, il dit 7 participants ont été évalués dans chacune des conditions. Alors, c'est peut-être la phrase qui t'embrouille, mais ce que ça veut dire, c'est que 7 participants, par condition, ont été évalués, si tu veux. Ça veut dire qu'en tout, il y avait bien 21 participants. Et si tu as un doute par rapport à ça, tu regardes dans le tableau des données et tu vois qu'il y a bien 21 participants en tout et pas 7. Sinon, tu n'aurais que 7 lignes et pas 21 lignes. Et le scénario vu par chaque participant est assigné au hasard, et donc ça te confirme bien que c'est indépendant, puisque chaque participant va avoir un scénario qui lui est attribué de manière aléatoire, ce qui veut bien dire que chaque participant ne va passer qu'un seul des scénarios. Et pas les 3. Sinon, il n'y aurait pas besoin de tirer au hasard, puisqu'il passe les 3 de toute façon. Donc il serait passé dans les 3. Si on t'avait dit l'ordre dans lequel les participants voient les scénarios, là, ça aurait été à parier. Mais là, puisqu'on te dit le scénario unique qui est vu te permet de savoir dans quel groupe tu es, du coup, ça veut bien dire que c'est des groupes qui sont indépendants. Et oui, mais c'est ça en fait, c'est ce qu'il faut faire attention, c'est 7 individus par groupe, mais c'est pas 7 individus au total. C'est ça. Je vais dire que si on avait eu les 7 mêmes personnes, ils auraient présenté les données avec 7 lignes seulement et 3 colonnes de temps de détection. Exactement. C'est exactement ça. S'il n'y avait eu que 7 individus, il y aurait eu 7 lignes et il y aurait eu une colonne par modalité en fait. C'est-à-dire que votre variable, au lieu d'être représentée dans une seule colonne, elle aurait été splittée en 3 colonnes et chaque colonne aurait correspondu à une modalité de la variable. Pas de souci, Wadad, à très bientôt. Oui, à demain, tout à fait. C'est vraiment très bientôt du coup. Si tu fais d'autres cours, je suis preneuse. Eh ben, écoutez, si ça vous plaît et que vous avez envie de refaire une séance, on pourra essayer de voir. Il faut juste que je vois. Je pourrais pas faire ça indéfiniment parce que je pourrais pas proposer des séances gratuites tout le temps, mais on pourra essayer de refaire une séance au moins d'ici l'examen. Ma voix est très agréable, c'est vrai. Alors ça, c'est rare. Pour le coup, c'est pas souvent qu'on me l'a dit, celle-là. Tant mieux, tant mieux. Moi, quand je m'écoute en enregistrement, j'évite de le faire en fait parce que je déteste m'entendre avec ma voix. Mais, mais tant mieux si ma voix est agréable. En plus, c'est parfait.
Et de rien, tout le monde, vraiment, ça me fait plaisir. Je suis contente de voir que ça vous a aidé et que vous êtes content. Et tant mieux pour les explications. Du coup, bah, j'ai essayé j'avais peur que ça aille trop vite et que ce soit un peu chaud. Je me suis dit que je me suis dit que j'aurais dû aller plus lentement des fois peut-être. Mais tant mieux. Et la question 2, par quelle couleur de vêtements fluorescents la détection est-elle améliorée? Bah là, du coup, si c'est les analyses post-hoc, du coup. Au début, tu fais la nova en règle générale, et puis après, tu scindes, en fait, enfin, tu pousses l'analyse plus loin, en fait, pour dire, bah, ok, je vois que dans la nova, c'est significatif, donc je vais analyser plus loin pour voir où se situent les différences et quels sont les couleurs de vêtements qui sont plus efficaces que les autres éventuellement s'il y en a. Donc c'est toute l'analyse post-hoc en fait dont tu me parles. Du coup la question 2 ça va être la nova en règle générale et la question 3 plus l'analyse post-hoc. Non, pardon. La question 2 ça va être bah, les deux en fait, hein. Pour la question... Ah, ok, oui, si, ok. Ouh, j'avais pas fait gaffe. Pardon. Oui, je viens de capter qu'il y a question 1 et question 2 et qu'il y a ensuite étape 1, 2, 3. Voilà. C'est pour ça que je faisais pas le lien au bon endroit. Oui, donc question 1, c'est ça. Question 1, c'est la nova en règle générale et question 2, c'est l'analyse post-hoc. Et ce qui est attendu à l'examen, alors moi, de ce que j'ai entendu de tous les étudiants que j'ai en cours, c'est que vous avez très peu d'informations, que a priori, ce qui a été dit, c'est que vous aurez très peu de calculs. Enfin, que vous aurez. Au début, on vous a dit vous n'aurez pas de calcul, mais prenez quand même une calculette. Donc voilà, ok, merci. Donc soit ils vont vraiment vous mettre zéro calcul, soit ils vont vous mettre des petits calculs, par exemple le tableau d'ANOVA, mais en vous donnant les sommes des carrés. Donc ce qui limiterait quand même le temps de calcul, puisque s'ils vous donnent les sommes des carrés, après il faut juste compléter le tableau, donc ça va relativement vite et c'est pas des calculs très difficiles. Mais après, apparemment, ça serait beaucoup d'analyses, beaucoup d'interprétations, de sorties Jamovi, beaucoup d'analyses je pense, d'énoncés. Après, le truc, c'est que ça a l'air de complètement changer par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, ils ont eu juste un gros calcul, en fait. Ils ont eu juste une grosse ANOVA enfin, une ANOVA factorielle, donc l'ANOVA, enfin, pas celle qu'on a vue aujourd'hui, celle des chapitres d'après à faire. Donc, c'est complètement différent visiblement de ce qu'il va y avoir cette année. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question. Je suis autant dans le flou que vous. Et j'aurais vraiment aimé aussi effectivement que le prof vous donne plus d'exercices parce que même si c'est de l'interprétation, bah, c'est quand même bien d'avoir des exercices d'entraînement et pas juste un support de cours théorique qui est bien mais qui suffit pas quoi. Il faut pratiquer. Alors, donc, entre P égale 0,023 et P égale 0,014 dans les post-hoc, on fait comment pour savoir quel vêtement est le plus détectable? Ben justement, en fait, entre le fluo jaune et le fluo orange, on a dit qu'il n'y avait pas de différence significative, ben, ça veut juste dire que le fluo jaune et le fluo orange, il n'y a pas de différence, ça change rien. Et par contre, que par rapport au fluo neutre, les deux sont beaucoup plus efficaces, puisque la différence de moyenne est négative dans les deux cas. Et oui, Cindy, c'est un peu ça. Du coup, quelque part, grâce au regroupement annulé, vous avez pu avoir ce sujet de TD qui vous aide quand même un petit peu et qui vous fait pratiquer. Mais oui. Mais donc non, non, on ne peut pas en dire plus puisque justement, il n'y a pas de différence entre jaune et orange. Donc a priori, que tu portes l'une ou l'autre couleur, ça n'a pas d'impact sur l'efficacité des deux.
Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Non. Eh ben alors, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Bon courage. Et puis à bientôt pour ceux que je revois bientôt. Et bon courage à tous. Et j'essaie de vous faire parvenir l'enregistrement dès qu'il sera disponible. Là, j'ai fait autrement, donc peut-être que ça va être rapide. Salut tout le monde!